Révision de seconde, deuxième partie, transformation physique, chimique et nucléaire. Alors, on va modéliser les transformations physiques tout simplement par des changements d'état. Donc l'aspect change à notre échelle. On connaît très bien l'exemple de l'eau qui passe de l'état solide pour la glace à un état liquide qu'on connaît bien, un état gazeux où on ne voit plus et dans lequel les particules sont agitées et espacées. À l'état liquide, les molécules sont un peu liées entre elles, ça bouge un petit peu mais ça n'est pas fixe. Et à l'état solide, elles sont quasiment immobiles, elles sont liées entre elles et ça forme un cristal. Alors ici, ça serait plutôt un cristal métallique qui est dessiné, puisque la molécule d'eau ne ressemble pas à ceci. Voilà. Lorsque la température augmente, l'agitation augmente, les liaisons s'affaiblissent, voire se cassent, et les états sont de plus en plus désordonnés. C'est pour ça qu'en dessous d'une certaine température, on reste à l'état solide, parce que les liaisons entre les atomes ou les molécules sont suffisamment importantes et solides pour maintenir fixe chacun des atomes ou des molécules par rapport à leurs voisins. Par contre, quand on commence à chauffer un petit peu, l'agitation au bout d'un moment est telle que les molécules continuent de s'attirer entre elles, donc elles restent proches les unes des autres, mais elles ne sont plus toujours liées au même voisin et tout change perpétuellement. Et quand on agite encore plus, eh bien, à l'état gazeux, la température est telle que les interactions entre les molécules ne sont plus suffisantes pour les maintenir proches entre elles. Et donc, on pourrait dire que chacune des molécules vit sa vie indépendamment. Voilà, il n'y a plus de liaison entre elles. Échange d'énergie. Donc quand on passe de l'état solide à l'état liquide, on dit que c'est une transformation endothermique, c'est-à-dire qui prend de la chaleur à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il va falloir apporter de la chaleur, de l'énergie au bloc pour casser toutes les liaisons et passer à cet état-là. Et il va falloir encore apporter de l'énergie. Par exemple, faire bouillir de l'eau, c'est la chauffer, apporter de l'énergie pour passer à l'état vapeur. Inversement, une transformation exothermique est une transformation qui libère de la chaleur. Alors quand on a un changement d'état, on peut calculer ce transfert thermique tout simplement en appliquant cette formule, Q comme c'est la quantité d'énergie transférée en joules, et elle est proportionnelle à la masse et le coefficient de proportionnalité, c'est un facteur fixe qu'on appelle l'énergie massique de changement d'état. Par exemple, pour l'eau, ça va être 343 ou 373 kJ par kilogramme d'eau, voilà, pour faire fondre de la glace. Modélisation d'une transformation chimique. Alors ici, les molécules restaient telles quelles. C'est les molécules entre elles qui sont liées ou pas liées, mais chaque molécule, par exemple, si c'est une molécule d'eau qu'on ne devrait pas dessiner comme ça, si c'est une molécule d'eau, ça se dessine comme ça. Donc elle aurait un autre voisin qui serait comme ça, et puis un autre voisin qui serait comme ça. Et donc les molécules d'eau s'associent entre elles en formant un cristal qui pourrait ressembler à ça, mais il faudrait remplacer chacun des petits ronds par la molécule elle-même. Par contre, dans une transformation chimique, il y a transformation de la molécule, c'est-à-dire que, par exemple, ici, il y a formation d'eau qui n'existait pas avant. Le méthane réagit avec le dioxygène en formant de l'eau et du dioxyde de carbone. Alors, on peut montrer qu'on a de nouvelles espèces chimiques, par exemple, en faisant un test d'identification des espèces chimiques. L'autre chose se trouble. Si au début, si on fait cette expérience dans l'air, il n'y a pas... il y a très très peu de dioxyde de carbone et donc l'autre chose n'aurait aucune raison de se troubler. L'eau, par exemple, l'eau qui apparaît sur les parois n'existait pas avant. L'eau, qui est donc la molécule H2O, comme tout le monde le sait, est constituée d'oxygène. Cet oxygène, il était dans l'air, dans le dioxygène de l'air, et il est constitué d'hydrogène. Cet hydrogène, il faisait partie de la molécule de méthane. Voilà. Donc, quand on brûle un gaz combustible, on produit de l'eau qui n'existait pas avant. Ça, c'est la transformation chimique. Alors, il y a aussi des échanges d'énergie lors de transformation chimique, donc d'un système chimique. On a ici, par exemple, une dissolution où on met du chlorure de potassium, donc on a une espèce cristalline qui va devenir
qui va devenir une espèce dissoute avec séparation des ions, et dans certains cas on va avoir une réaction endothermique, on rajoute du chlorure de potassium, et ben, ça fait baisser la température de l'eau. Et puis il y a d'autres cas de figure où si on ajoute de l'acide chlorhydrique, en l'occurrence c'est un gaz, si on ajoute une espèce qui se dissout dans l'eau, et bien ça élève la température de l'eau, ça dépend des solutés. Voilà. Et pour le sel par exemple, ben, c'est à peu près équilibré, c'est pour ça qu'on n'a pas l'habitude de constater ces échanges d'énergie lors de transformations chimiques. Pour la dissolution du sel est une réaction qu'on pourrait qualifier de quasiment athermique. Espèce de synthèse, peut-on copier la nature? Alors il y a plein de molécules dans la nature et ces molécules peuvent être copiées. C'est-à-dire que par exemple il y a de l'acide salicylique qu'on va trouver dans de l'écorce de saule, et il y a longtemps les hommes sont aperçus que cette molécule permettait de faire baisser la fièvre. Bon, sauf que c'est pas toujours facile de trouver des saules, d'extraire cette molécule, de la raffiner, tout ça. Ça faisait des médicaments qui étaient très chers à l'époque, qui étaient préparés par des herboristes. Et aujourd'hui, on sait la fabriquer à partir de produits pétroliers, par exemple. Et c'est le cas de la plupart des médicaments, l'aspirine ou plein de choses. En gros, une fois qu'on a le plan de la molécule, les chimistes d'aujourd'hui n'ont plus qu'à trouver un réservoir d'atomes, et puis ils fabriquent complètement une molécule qui à l'origine pouvait être naturelle. Voilà. Donc, par contre, elle peut être aussi artificielle, c'est-à-dire que l'homme peut inventer des molécules qui n'existent pas dans la nature. Une des plus connues, c'est le savon. Le savon, c'est pas quelque chose qu'on peut trouver dans la nature. Par contre, on peut le fabriquer assez facilement en associant des produits que l'on trouve dans la nature. Et donc, dans ce cas-là, on va dire que le savon, c'est une molécule de synthèse artificielle, et que l'aspirine est une molécule de synthèse, mais par contre d'origine synthétique, mais qu'on pourrait aussi trouver dans la nature, et donc qui peut aussi être d'origine naturelle. Et les molécules qui sont fabriquées synthétiquement ont exactement les mêmes propriétés que les molécules que l'on trouve dans la nature. Par exemple ici, l'eau qu'on fabrique en brûlant du butane, c'est de l'eau, si on pouvait vraiment la raffiner, enlever toutes les impuretés, c'est de l'eau qu'on ne peut absolument pas distinguer de l'eau classique qui nous entoure. On pourrait la boire, elle pourrait faire des rivières, c'est exactement la même eau, rien ne la distingue, c'est pas parce qu'elle a été fabriquée par la chimie qu'elle est différente. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour fabriquer, synthétiser, extraire, identifier des molécules? Donc souvent on synthétise une molécule dans un montage de chauffage à reflux, alors qu'on reverra cette année. On peut ensuite extraire la molécule, séparer. On va utiliser pour ça par exemple l'ampoule à décanter ou la filtration. Ça va permettre de retenir un solide et de laisser passer le liquide par exemple. Et pour identifier la molécule, on peut utiliser des techniques comme la chromatographie sur couche mince, ou quand on dépose ici l'espèce chimique, qu'on a un éluant qui monte ici, et bien en fait les espèces chimiques vont se déplacer plus ou moins haut sur la plaque, et cette distance, cette hauteur plus ou moins élevée va permettre d'identifier la molécule. Enfin, les transformations nucléaires. Alors, autant les transformations, si on revient en arrière, les transformations physiques ne touchaient pas les molécules, mais juste le lien des molécules. Les transformations chimiques touchent les molécules, mais pas les noyaux. Et les transformations nucléaires, elles mettent en jeu les transformations de noyaux. Donc là, quand on transforme le noyau, les éléments changent carrément. C'est-à-dire qu'en chimie, un atome de carbone va toujours rester un atome de carbone. L'atome de carbone va changer de molécule. Ici, il était dans le méthane. Ici, il est dans le dioxyde de carbone. Mais c'est toujours un atome de carbone. Il n'a pas changé. Par contre, pour les transformations nucléaires, les noyaux peuvent changer. Mais par contre, ça met en jeu des énergies très importantes. C'est pour ça que pendant longtemps, on a cru que les atomes étaient éternels et qu'on ne pourrait pas les modifier. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. On peut transformer un noyau, ou parfois les noyaux se transforment spontanément en perdant une
particule d'hélium-4, on appelle ça la radioactivité alpha, ou en perdant un électron. Donc ça peut sembler bizarre parce qu'il n'y a pas d'électron dans un noyau, mais en fait, il y a un proton qui s'est transformé en un neutron en éjectant un électron. Donc voilà, ça c'est une transformation qui peut sembler bizarre, mais c'est comme ça. Et ensuite, on a aussi un proton qui peut émettre un positon qui ressemble à un électron, mais il est positif, c'est de l'antimatière. Et comme le proton a perdu une charge positive en émettant ce positon, il devient un neutron. Voilà. Voilà les différentes transformations nucléaires qui existent. Alors l'énergie nucléaire qu'on a stockée à l'intérieur des noyaux peut, par cette transformation, par exemple dans le Soleil, se transformer en énergie de rayonnement qui, une fois arrivée sur Terre, va nous permettre de nous chauffer. Dans une centrale nucléaire, en fait, cette énergie nucléaire va faire un rayonnement qui va faire chauffer de l'eau, qui va permettre de faire tourner une turbine, qui va permettre de faire tourner un alternateur pour produire de l'énergie électrique. À chaque fois, il y a des pertes. Voilà. Donc on reviendra cette année. On verra d'autres modes de production de l'énergie. Alors les limites de la modélisation, chaque modélisation a ses limites. Par exemple, quand on décrit le noyau, quand on décrit l'atome comme une sphère colorée, par exemple un rond rouge pour le carbone, on ne peut pas rendre compte de ce qui se passe dans le noyau. Donc on est obligé de passer à un modèle plus fin. Et le modèle plus fin, c'est quand on représente les composants du noyau. Voilà, donc ça c'est une représentation qui est déjà très poussée, mais en fait il y a toujours des limites aux modélisations, et même si le fait de représenter un noyau par des protons et des neutrons, ça permet de décrire les phénomènes de radioactivité, ce qu'on vient de faire, du coup de comprendre comment est-ce qu'on peut tirer de l'énergie de tout ça, mais ça ne permet pas de comprendre pourquoi les nucléons sont liés ensemble. Pourquoi certains isotopes se forment et pas d'autres, pourquoi certains sont stables et pas d'autres. Donc voilà, tout modèle a des limites, et à chaque fois il faut perfectionner le modèle pour essayer de comprendre ce que ne permet pas de comprendre un certain modèle. Et la recherche scientifique consiste à affiner toujours ces modèles pour comprendre toujours de mieux en mieux comment se comporte la matière. Alors, mécanique, on verra ça dans une vidéo suivante.